rejoint Symphony. Mais Françoise, elle galopait parce qu'il y a du monde dans la commune et j'imagine que tu étais en activité. Béatrice, je vais avoir au téléphone et sur la route, mais elle nous rejoint. Et je vais de cette manière-là, en vous présentant en même temps les excuses de Bernard, que cette fois-ci c'était Jean-François a vu ce matin, ce midi, pardon. Midi. Donc voilà, des messages de soucis qui n'ont pas changé pour Bernard, mais de temps en temps des moments sonores. J'ai pu lui dire qu'il y avait conseil ce soir et il l'a entendu, il l'a compris. Je lui ai emmené le pré-programme des animations jeudi dernier. Non, il y a un peu plus tôt, le mardi dernier. Bon, il n'avait pas trop percuté, puis je lui ai représenté jeudi, je pense qu'il a compris, il a apprécié. Mais vous voyez donc la situation de santé de la école. Je vous propose de désigner notre ami Daniel pour le secrétariat. Alors, des excuses de Bernard qui me donnent pouvoir, Christophe Moquet donne pouvoir à Martin, Michel Verrecken à Jean-Pierre Boguet, Samy Veillard à Laurent Louet, et Béatrice à Françoise, mais elle va arriver. Moi, je vous propose qu'on commence à délibérer. On a le quorum, donc on peut délibérer, et on la comptera présente lors des votes, si besoin est, puisqu'elle nous rejoint. Je vous propose peut-être le compte rendu sommaire de la réunion du Conseil du vendredi 8 mars que Laurent va nous présenter. Donc, le Conseil municipal, la dernière fois, a approuvé les comptes de gestion et les comptes administratifs 2018 comme suit. Ça va être un peu fastidieux parce que ce sont des chiffres. Donc, le budget de la commune pour la section de fonctionnement, une dépense de 2 462 041 euros et 53 centimes pour des recettes de 2 681 005 euros et 26 centimes et donc un excédent de 218 963 euros et 73 centimes. Pour la section d'investissement, les dépenses sont de 2 118 035 euros et 35 centimes et les recettes de 2 239 127 euros et 65 centimes pour un excédent de 151 092 euros et 30 centimes. Le résultat global de l'exercice 2018 étant ainsi de 370 056 euros et 3 centimes. Ça, c'était pour le budget de la commune. Pour le budget du port et pour la section de fonctionnement, les dépenses sont de 197 754 euros et 51 centimes pour des recettes de 177 175 euros et 46 centimes, soit un déficit de 20 579 euros et 5 centimes. Pour la section d'investissement, les dépenses de 458 231 euros et 15 centimes pour des recettes de 478 940 euros et 65 centimes, soit un excédent de 20 715 euros et 60 centimes, ce qui fait un résultat d'exercice de 136 euros et 55 centimes. Pour le budget du golf, la section de fonctionnement en dépense 104 644 euros et 30 centimes pour des recettes de 48 849 euros et 63 centimes, un déficit de 55 794 000 et 67 centimes. La section d'investissement des dépenses de 108 369 euros et 81 centimes pour des recettes de 100 848 euros et 27 centimes, soit un déficit de 7 521 euros et 54 centimes, soit un résultat global de l'exercice 2018 de 63 316 euros et 21 centimes. Je rappelle que ça correspond à une année, mais pas à l'exercice comptable du golf, puisque lui est excédent. Le budget du lotissement, section de fonctionnement, dépense 282 952 euros et 50 centimes, les recettes de 282 952 euros et 50 centimes, les sections d'investissement en dépenses de 282 952 euros et 50 centimes, et les recettes de 282 952 euros et 50 centimes. Un résultat global de l'exercice 2018 étant nul, il a été affecté les résultats de l'année 2018 des différents budgets comme suit. Pour le budget de la commune, 218 963 euros et 73 centimes en réserve en investissement. Pour le budget du port,
un déficit de 100 161,53 €, reporté en D002. Un budget golf de moins 129 002,85 €, déficit reporté en D002, et le budget du lotissement à moins 9 535,52 € pour un déficit reporté en D002. Nous avons voté les budgets primitifs 2019 en équilibre comme suit. Pour le budget de la commune, la section de fonctionnement 2 732 181 € et la section d'investissement 7 941 401,99 €. Pour le budget du port, la section de fonctionnement 292 151,95 € et la section d'investissement 4 122 251,61 €. Pour le budget du golf, la section de fonctionnement 270 768,85 € et la section d'investissement 986 857,12 €. Et enfin, le budget du lotissement, la section de fonctionnement pour 292 490,02 € et la section d'investissement 565 905 €. Nous avons aussi décidé de procéder au recrutement de personnel saisonnier pour faire face aux préparatifs et aux besoins de la saison estivale. Nous avons attribué les marchés de travaux pour l'optimisation et le développement du port, la capitainerie, la cabane d'activité portuaire et le clos technique comme suit. Le lot numéro 2, qui est la maçonnerie à l'entreprise SARL Sotro, 1 rue Basse 85 580 Saint-Michel-en-Lerme pour un montant hors taxe de 161 040,15 €. Le lot 3, pour la charpente, l'entreprise SARL Yannick Coulon, par rue de Luçon à Saint-Michel-en-Lerme pour un montant hors taxe de 98 773,67 €. La couverture, l'entreprise SARL Yannick Coulon aussi à Saint-Michel toujours pour 18 037 €. Le lot 5, la charpente, serrurerie luçonnaise, à Luçon pour un montant de 39 179 € hors taxe. Le lot 7, qui est l'électricité, à l'entreprise SARL Guilbault, route de la Pointe d'Arcé, à la Faute-sur-Mer, pour un montant de 15 645,24 €. Le lot 8, qui est la plomberie, à la SARL pour Guilbault, pour route de la Pointe d'Arcé, à la Faute, pour un montant hors taxe de 8 816,23 €. Le lot 10, menuiserie intérieure, l'entreprise Coulon, à Luçon, Saint-Michel, pour un montant de 14 956,25 €. Et puis, nous avons décidé de relancer les lots 1, 6, 9, 11, 12 et 13 selon une procédure adaptée pour leur attribution, parce qu'il a été précisé que le lot 14 sera déclaré sans suite par arrêté du maire pour motif d'intérêt général en raison de la redéfinition des besoins relatifs à ces lots. Nous avons voté le montant de la redevance pour la mise à disposition de la nave, le bassin de l'Anse-du-Virly du port, pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019 à hauteur de 7 725 €. La mission de gardiennage et de surveillance au port de la nave a été reconduite moyennant la participation d'un forfait annuel de 3 296 € pour l'année 2019. Nous verrons tout à l'heure qu'on reviendra sur ce sujet. Nous avons accordé les sous-concessions de plage aux exploitants suivants. Le lot numéro 1 à Grand Plage à M. Maxime Maillet pour une activité de vente de boissons et de restauration rapide, chaude ou froide. Le lot 2, plage des Belugas, à Mme Jennifer Tareri pour une activité de vente de boissons et de restauration rapide, chaude ou froide. Et nous avons autorisé M. le maire à relancer la procédure pour les lots 3 et 7 déclarés infructueux. C'est opposé au transfert de la partie compétence assainissement représentée par l'assainissement collectif de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, le conseil municipal la dernière fois. C'était à la demande le report du transfert à la date du 1er janvier 2026. J'ai pas été clair, excusez-moi. On devait faire le transfert en 2020, on l'a reporté en 2026. Nous avons voté une motion pour le maintien des horaires d'ouverture du guichet de la gare SNCF de Luçon à hauteur de 56 heures par semaine et non de 20 heures par semaine, à compter du 1er décembre, comme vient d'annoncer la direction de la SNCF. Et puis ensuite, nous avons entendu diverses informations concernant les bases d'un accord concernant le petit pont et le pont routier lors d'une réunion avec Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, M. Perrion, vice-président de la région Pays de la Loire, Brigitte Hibert, présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et M. Milsan de l'Aiguillon-sur-Mer, évidemment, nous avons évoqué le sujet des porte-vélos, des bidons de carburant vides à ramasser et des canivelles détériorées, et puis aussi la fermeture définitive du cabinet médical suite au départ du docteur Fardy. Voilà, M. le maire, ce que nous avons
présenté comme définitif. Présenté, pas négligé. On y reviendra peut-être. Merci Laurent pour ce rappel. Des questions, des abstentions, des votes contraires pour l'approbation de ce on vous présentera, donc, mais on le notera peut-être dans le compte rendu Daniel, concernant la question du cabinet médical. Donc on fera un ajustement avec les gens. Merci. En même temps, le circule et vous verrez, on a quelques délibérations qui sont rattachées à notre délibération du mois de mars. Quelques mots sur le compte-rendu des décisions que j'ai prises dans le cadre de la délégation que vous avez consentie, conformément à l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités, qui me donne un mandat pour, entre chaque conseil, prendre des décisions. J'ai accepté un don pour la 4e année, je crois, d'un compte de 3 000 € offert par un commerçant français d'une grande enseigne qui souhaite depuis 2015 apporter une contribution sous forme de don aux animations organisées par la collectivité. Dans le cadre de la saison estivale, l'encaissement de ce chèque par le TPG donne lieu donc à la délivrance d'un reçu fiscal au donateur, preuve justificative pour le site d'une déduction d'impôt. Donc j'ai accepté ce don et je vous demande d'en prendre acte. Deuxième décision, j'ai renouvelé la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole. Vous savez que lors de la présentation du budget, je vous avais présenté la tension des fonds de roulement de la commune. Donc on a renouvelé la ligne de trésorerie qui vient à échéance le 25 mai pour un montant d'1 million d'euros. Et vous verrez, alors c'est un peu le paradoxe, parce que là je vous rapporte une décision que j'ai prise dans le cadre de la délibération, et tout à l'heure je vous présenterai une délibération pour passer une ligne de trésorerie du Crédit Mutuel de 500 000 à 1 million. Mais là, comme on élargit la ligne de trésorerie, il faut prendre une délibération. Dans un cas, j'ai pu délibérer seul dans les délais, dans l'autre cas, que délibération. Voilà les deux décisions prises dans le cadre de la délégation que je vous ai citées. Ça ne suppose pas un vote, c'est une information donnée au conseil municipal. Lorsqu'on a arbitré le budget de la commune, le budget 2019, on a inscrit des recettes, notamment des recettes fiscales, et nous n'avons pas voté les taux, puisque à l'époque, nous ne connaissions pas les taux, les bases de la commune. Vous savez que les impôts fixés, c'est un produit multiplié par un taux. Le produit, on n'en est pas responsable, c'est la photographie de la réalité fiscale de la commune, et le taux, c'est la commune qui peut, dans certaines mesures, toucher et faire évoluer le taux. Je vous propose donc d'en rester au taux tel qu'il résultait donc sans augmentation de taux, telle était la prévision lors du budget primitif. Donc ça nous conduirait à rester à 9,44 pour la taxe d'habitation, 15,17 pour le foncier bâti et 42,13 pour le foncier non bâti. Donc on maintient les taux, donc pas d'augmentation de la pression fiscale au budget 2019. Alors ça me permet de vous dire deux choses. La première, c'est toujours intéressant par moment en comparaison des paraisons, mais de temps en temps ça vaut la peine de se comparer. Et je l'ai fait sur la taxe d'habitation. La tranche sur mer en taxe d'habitation est à 8,15, là où nous sommes à 9,44. Donc les résidents qui payent la taxe d'habitation à la tranche sur mer payent un peu moins cher que les résidents de la côte sur mer. Saint-Michel-en-Herme. Alors il n'y a pas de malice dans ce que j'ai cherché. Je l'ai cherché y compris sur des budgets comparables, parce que nous sommes une petite commune en nombre d'habitants, mais elle est comparable financièrement plutôt à Saint-Hermine, voire à Saint-Michel, voire à un gros quart du budget de Luçon. Donc Saint-Michel-en-Herme, 13,82 au lieu de 9,44. L'Aiguillon-sur-Mer, 14,05. Les Sables-d'Olonne, qui sont d'une toute autre dimension, mais en même temps qui sont une commune littorale, avec des contraintes de commune littorale, 15,05. Luçon, 17,23. Donc Saint-Hermine, je parlais de la taille, 19,13. Donc vous voyez qu'on est déjà moitié moins en prélèvement fiscal sur la taxe d'habitation qu'une commune comme Saint-Hermine. Longeville sur mer, 21,1 en taxe d'habitation.
Alors je finis par Longeville et je vais recommencer par Longeville parce que c'est eux qui payent le moins de taxes sur le foncier bâti, c'est le deuxième élément de fiscalité. Longeville est à 10,2, Saint-Michel à 12,85, La Tranche à 14,42, nous sommes à 15,17, derrière l'Aiguillon 18,13, Les Sables 20,72, Saint-Hermine 25,07 et Luçon 26,87. Voilà, ça permet en même temps de situer la pression fiscale dans la commune, hein, qui est, vous le voyez, dans le socle bas de la fiscalité de communes qui vivent dans notre environnement. On aurait pu en choisir d'autres, probablement des moins fiscalisés et des plus fiscalisés. Et je vous le dis, je n'ai pas cherché avec ma liste. Le deuxième élément que je voulais vous indiquer, c'est qu'en appliquant les mêmes taux que ceux que nous avions l'an dernier, et en respectant les équipes budgétaires, les bases qu'on a reçues, donc ces fameuses fiches qu'on reçoit, c'est l'État qu'on reçoit des services fiscaux, conduisent à un produit légèrement supérieur à celui qu'on escomptait. C'est une bonne nouvelle pour l'épargne potentielle de la commune. De mémoire, l'écart il était de 18 000 €. Bon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut dès à présent se dire qu'à notre prévision d'épargne, je vous dis de mémoire 211 000 €, on peut déjà se dire qu'on a globalement 20 000 € de plus qui viendront au crédit de notre épargne en fin d'exercice 2019, parce que ceux-là ils sont acquis. Et vous voyez, ce n'est pas l'augmentation des taux, c'est parce qu'il y a eu une maison de plus ou une maison a fait l'objet de travaux qui ont conduit à réviser sa base fiscale. Donc tout ça, c'est un travail qui est fait dans le cadre de la commission des impôts locaux. Tout ça, c'est important. Ça montre en même temps qu'il y a à nouveau une forme de richesse. À un moment, on avait dégringolé en perdant beaucoup de bases lorsque les maisons, presque 600 maisons étaient déconstruites. Aujourd'hui, on retrouve un certain rebond dans l'assiette fiscale de notre commune. Une fois que je vous ai dit ça, je reviens sur la question qui nous rassemble. Je vous propose d'en rester à plus 0% d'augmentation de la taxe d'habitation à 9,44, plus 0% pour le foncier bâti à 15,17 et plus 0% pour le foncier non bâti à 42,13. Y a-t-il des questions sur cette fiscalité? Des votes contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Le rapport est adopté, la fiscalité dans la commune est votée. Je vous propose de délibérer cette fois-ci sur les subventions 2019 que nous avons, les demandes de subventions que nous avons reçues et donc la réponse que nous y apportons. Jean-François, oui. le rapport. Alors c'est un travail qui d'habitude est présenté par Bernard. Je vous rappelle que bien sûr les présidents d'associations, s'il y en est, ne participent pas à la délibération. Et je vais énumérer bien sûr la liste des associations qui bénéficient d'une subvention. En vous donnant c'est Jean-Pierre qui a le pouvoir de Michel. Oui. On déduira donc le vote de Michel, oui, au moins sur Alpha. Absolument, pour Alpha. D'accord. Merci. Bon, donc je vais vous donner le chiffre. D'une façon générale d'ailleurs, parmi les règles qui ont été observées, il y a bien sûr la reconduction. Les associations qui ont une trésorerie confortable sont les seules pour le moment qui ont vu leur subvention diminuer et d'autres ont vu leur subvention augmenter pour des raisons variables. Donc je lis la liste en même temps que Alpha, la commune salue les 20 ans d'Alpha cette année en allouant 750 € à la place de 600 en 2018. Atlantic Sliders. Conformément à la demande du président. Le président explicitement, il l'avait demandé, Voilà, la commune le suit. Atlantic Sliders. Alors, je coupe. Pour un certain nombre de subventions, on a fait le travail, Bernard le faisait, moi je l'ai fait avec Eric, c'est-à-dire qu'on s'assure pour des subventions qui rendent des services aux deux communes et qui ont la faute d'avoir une organisation croisée des deux communes. Toute cette première liste que je vais énumérer et citer sont des subventions qui sont conjointes, en quelque sorte, après discussion bilatérale. Donc Atlantic Sliders, 200 €, augmentation de 50. Billard Ninja Pool, 250 comme l'année précédente. Cocardi, c'est une subvention de 200, mais qui doit être comparée à ce qu'était la réelle subvention allouée à Cocardi l'année précédente, la différence venant d'une allocation sur une opération très précise
qui maintenant est reprise par la commune. Entente Fautaise, c'est 200 à la place de 150. ESCN Foot, c'est 900 stable. Golf de la Presqu'île, c'est 300 après qu'elle avait 200 l'année dernière. Gym volontaire, 150 subventions stables. Jogging Club de Luçon, qui est précisément une association dont la trésorerie est confortable, on va dire, qui est passée donc de 200 à 100. La MJC, qui est typiquement pour les deux communes, voit sa subvention diminuer, mais avec l'accord de l'Aiguillon, en fait, il y a 10% des usagers de la dite maison des jeunes de la MJC qui sont fautés et 90% aiguillonnés. Donc le fait qu'on se soit un peu décalé n'est pas illogique et a été... Je modérerai l'accord de la faute de l'Aiguillon avec l'information. L'Aiguillon donne 3 000 € de mémoire, et nous donnons 1 500. Pétanque aiguillonnaise, 100 € comme l'année précédente. Pétanque fautaise, 100 € comme l'année précédente. La PAM des plaisanciers, qui a une trésorerie considérée comme confortable, 100 € à la place de 150. Pour le week-end roller, c'est 500 comme la fois précédente. Pour l'association du tennis, c'est 400 à la place de 500, là aussi, pour une trésorerie existante. Le triathlon, qui est à l'évidence un événement qui touche les deux communes, mais aussi qui, passant le pont et faisant la faute, en garde le souvenir, c'est 1 000 € à la place de 750. Vent et marée, c'est 250 à la place de 200. Le volley club, c'est 100 comme l'année précédente. Le yoga, c'est 100 comme l'année précédente. Le CNAF, qui ne bénéficiait pas d'une subvention, mais dans une optique de rapprochement des différentes associations, on fait un geste après qu'on a pu discuter d'une façon relativement positive en allouant cette fois-ci 150 €. Alors il y a d'autres associations où là, il y a encore l'accord bien sûr avec l'Aiguillon, l'amicale des sapeurs-pompiers. Alors l'amicale des sapeurs-pompiers, on passe de 800 à 500 seulement, vous me direz que c'est pas le moment, mais c'est vraiment une association qui a une trésorerie confortable, donc on applique la règle générale, quoi qu'il en soit. Les amis de l'école, 150 € comme l'année précédente, la MAC, 100 € comme l'année précédente, le club des chiffres et des lettres, 100 € comme l'année précédente, Cœur de mer, en conjonction avec l'Aiguillon, 500 € comme l'année précédente, le comité des fêtes, 1 000 € comme l'année précédente, l'association des directeurs d'établissements d'éducation nationale, 100 € comme l'année précédente, une fédération de chasse qui assure un certain nombre d'animations, 750 €, l'écho du Pertuis, pardon, la chorale, 500 € comme l'année précédente, les pensionnés de marine, 100 € comme l'année précédente, je vais dire, pardon, parce que PG c'est LATM, je suis confus de dire. C'est les pensionnés de guerre, voilà, pardon. 110 € comme l'année précédente, la protection civile, 100 € comme l'année précédente, l'Union nationale des combattants, c'est 210 alors que c'était 110 l'année précédente, mais ça correspond à une correction promise. Lors de l'Assemblée Générale, certains s'en rappellent. Oui, J'ai été un peu surpris parce qu'ils avaient payé, quand on réserve c'est bon à savoir, quand on réserve le pavillon, et si on ne précise pas qu'on ne se sert pas de la cuisine, il y a un surcoût lié à la cuisine. Et donc, pour la galette, ils avaient loué, ils ont eu une facture de 200 €, donc je leur ai promis que on la compenserait. Voilà. On rend la galette. On rend la galette. Et enfin, dernière allocation, Vocal Océane, 100 € comme l'année précédente. Voilà, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, la liste des subventions qui est proposée à votre appréciation. Merci Jean-François pour cette liste qui nous conduit à rentrer dans le cadre budgétaire, puisque à chaque fois qu'on dépense, il faut vérifier, c'est un peu en deçà de nos crédits budgétaires, donc là encore, ça fait partie de la maîtrise des dépenses. Quand on peut le faire, on le fait. Y a-t-il des questions
sur ces subventions. S'il n'y a pas des abstentions sur les subventions, des votes contraires sur les subventions, ils sont donc approuvés à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avions une délibération qui a été apposée le 14 décembre 2018 pour un certain nombre de prestations de mise à disposition de matériel, de mise à disposition de services, y compris de salariés, ou de matériel communal. Donc on avait du matériel communal, de la mise à disposition de personnel, les estrades mobiles, les emplacements collectifs de démonstration, de l'occupation de domaines publics, etc. Dans cette délibération, on avait la possibilité pour une association ou un privé de recourir à un ouvrier municipal mis à disposition, moyennant un coût de 33 € de l'heure. Le dossier s'est réouvert parce que pour la société d'exploitation du golf, vous savez qu'on a un greenkeeper, un salarié à temps plein, et vous imaginez bien que la gestion d'un golf, c'est pas la même nature entre décembre et avril-mai. Avril-mai, il y a beaucoup de travaux complémentaires liés à la pousse, et donc on avait besoin d'un renfort. Et il se trouve que pour des raisons de multi-employeurs, on avait deux possibilités. Soit la SPL prenait un salarié complémentaire au greenkeeper, soit la SPL s'accordait avec la commune qui a des renforts d'été pour faire en sorte que les renforts d'été de la commune soient ouverts à Pâques et se terminent fin septembre, voire mi-octobre, de sorte que le salarié, en l'occurrence c'est un salarié, le salarié est une perspective d'emploi plus longue avec un seul employeur plutôt que d'avoir deux employeurs. Donc c'est ce choix qui a été fait. Et donc le mois d'avril et de mai et de juin, avril, mai, juin, je ne me trompe pas, les 3 mois, le salarié est essentiellement en complément sur le golf, puisque c'est à ce moment-là que la coupe de l'herbe nécessite un passage plus fréquent. Le reste du temps, il est à disposition de la commune, étant entendu que s'il y a, lors de l'installation de matériel de plage, notamment, besoin de ce salarié, ou qu'il y a une journée où il pleut et il ne peut pas tondre, le salarié, il ripe sur son service municipal pour préparer la saison. Alors, vous voyez, en des 3 mois, on s'est posé la question de savoir qui est-ce qui prenait la main, parce qu'on aurait pu faire l'inverse, hein. Salarié complètement sur la SPL et passer une convention, ben, on a plutôt fait le choix inverse. La question s'est posée du reversement, puisque la SPL doit payer ce salarié lorsqu'elle l'utilise, donc je vous dis environ 3 mois de l'année, sur la base d'un salaire approximatif, on va faire simple, hein, de 1500 € chargé, le coût de l'heure de l'ouvrier chargé, c'est pas 33 €, c'est 15 €. Donc, je n'allais pas me mettre dans une situation conventionnelle qui conduisait la commune à s'enrichir et la SPL à s'appauvrir. Donc je vous propose de modifier le tarif de l'heure de ce salarié en le mettant à 15 € de l'heure pour que la convention soit conforme à ce que coûterait la charge pour l'employeur, soit qu'il soit employeur direct, c'est ce que payerait la SPL, soit qu'il soit employeur par convention, puisque c'est le salarié a la chance et la préférence d'ailleurs de n'avoir qu'un seul employeur dans la totalité de la période. N'oublions pas que derrière, c'est plus facile pour les droits asséniques, c'est plus facile pour l'habituel, c'est plus facile pour la sécurité sociale. Pardon d'avoir été long, mais en même temps, je suis clair pour que, à l'euro près, les mouvements financiers entre les SPL que je préside et la mairie que je préside, il n'y a pas d'ambiguïté. René. Oui, rien n'empêche de laisser le coût horaire d'un employé municipal qui correspond à la réalité de l'écharge, à 33 € de l'heure. Et pour le renfort saisonnier, de créer une tarification spécifique, eu égard à un emploi permanent pendant 3 mois. Certes, il peut être dispatché dans tel ou tel service, mais manifestement 1500 € brut, donc qui correspond à 15 € de l'heure, plus les charges et puis tout, on arrive à 6,50 et 6,39, on arrive déjà à 24 ou 25 € toutes charges comprises.
Donc pourquoi tu ne fais pas de délibération? Tu laisses 33 € de l'heure pour éventuellement un ouvrier municipal qui fait le prix différentiel, et pour toi, ton employé, tu fais une délibération spécifique qui correspond à la réalité de sa rémunération. Très objectivement. Tu vois ce que je veux dire? Tu gardes quand même ton tarif de 33. Mais si on conventionne avec une autre assoce, par exemple, hein, qui dit tiens, on voudrait un salarié, on le paye. Non mais mes amis, ils ne vont pas me dire on prend un 33. Ils vont me dire ça coûte 15. Donc moi je veux bien qu'on en reste là. Je trouve qu'on va se compliquer la tête, quoi. Enfin, le prix réel d'un salarié à 1500 € brut chargé, c'est 15 €. Voilà, toute charge comptée. Oui. Enfin, quand j'ai pas fait charge de congé, charge de... Oui, chargé. Alors il fait combien d'heures? 51. Par mois? Oui. Si tu veux, moi j'attends. Une délibération spécifique. C'est ce que je vous propose. Mais en tout cas, à 33 €, c'est le prix d'un salarié à 3000 chargés. Donc bon, moi je veux bien, mais tu comprends l'intérêt d'avoir deux délibérations. Je comprends ce que tu veux dire sur le fond, mais sur la forme. Si demain tu délègues un employé municipal de qualité, quelqu'un qui a un salaire de 3000 € chargé, tu arrives à 33 €. Oui. Donc ça veut dire que tu n'auras plus la délibération pour pouvoir éventuellement mettre à disposition ton employé municipal qui lui a une charge de 33 €. C'est ce que je veux dire. Moi je veux bien, mais vous voyez, dans Ça ce change cas-là, on rien. va mettre. Ça ne change rien, mais au moins tu as ton 33 € de l'heure par rapport à un On employé. s'en servira pas, hein. Mais il existe, il a la particularité d'exister. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce cas-là? On va mettre mise à disposition de prix de l'heure d'un ouvrier 15 €, prix de l'heure d'un contremaître qualifié. D'un ouvrier qualifié. Mais c'est un peu méchant parce que je trouve que Dominique qui fait le boulot, il est bien, sa manière, quoi. D'un agent de maîtrise plutôt. Dans ta D'un délibération. cadre, on met dans ce cas-là. Non mais d'accord. Mais vous voyez, Tu vois ce que je veux dire? je veux pas qu'on déqualifie le travail qu'il fait, mais donc, pour répondre à la demande, même si le deuxième cran s'en servira pas. Mise à disposition, prix de l'heure d'un ouvrier, j'en pense pas, 15 €. Prix de l'heure d'un cadre agent de maîtrise, 33 €. Ok, ça vous va? Pas d'abstention, pas d'avis contraire, le rapport est adopté. Laurent, on retourne sur le port parce qu'on avait fait des coquilles. Oui, il y avait une coquille sur la durée de la convention. Cette délibération en fait annule et remplace la délibération qu'on a prise le 8 mars dernier sur la convention entre l'association nautique de l'Anse du Verly et la commune pour une occupation temporaire du port. Lors du conseil, la dernière fois, M. le maire avait rappelé à l'Assemblée que la commune dispose d'une concession d'exploitation du port de la Faute sur mer par le Conseil général depuis le 1er janvier 1987 pour une durée de 50 ans, soit jusqu'en 2037, et que la commune aussi met à disposition d'ANAV le bassin d'Anse-du-Virly au port moyennant une redevance annuelle d'occupation temporaire. Alors, on avait voté le montant annuel de cette redevance d'occupation pour l'année 2019. Et pour mémoire, c'était 7 725 €. Or, un transfert de gestion de l'ANAV dans le port public est prévu le 1er janvier 2020, avec une évacuation des bateaux de l'association à l'automne 2019, donc c'est depuis 6 mois, et pour la réalisation des travaux en fait. Ce qui fait qu'on vous propose de revoir le montant de la redevance et d'appliquer une réduction donc, de 50% au prorata, qui ferait non plus 7 725 €, mais 3 862,50 € pour correspondre à la réalité de la location. Et donc on vous demande d'accepter le fait que la commune mette à disposition de la NAV le bassin d'Anse-du-Virly au port de la Faute-sur-Mer pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2019, moyennant le versement d'une redevance de 3 862,50 €. Merci pour cet ajustement. Pas de questions, pas de contraire, pas d'abstention. La question du gardiennage, qui va avec, même punition. Voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans le cadre de la concession, on avait délibéré en date du 8 mars dernier pour une mission de gardiennage au port de la Nave assurée par notre gardien du port pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Pour mémoire, c'était un montant de 3 296 €. Et comme la même punition, on va partir que sur 6 mois. Et parce que le transfert de gestion de la NAV dans le port public est prévu le 1er janvier 2020 avec une évacuation toujours des bateaux de la NAV à l'automne 2029 pour la réalisation des travaux du port. Et donc on vous propose de reconduire cette prestation pour une durée de 6 mois, comptée du 1er juillet 2019, pour un forfait au prorata temporis de 1 648 €. Merci. Alors, Vote pour ce sujet. ok. Merci. Et puis tu nous dis Oui. peut-être un mot. J'en profite parce qu'il y a une actualité pour le port qui est importante. Vous savez que les travaux commencent, vous avez peut-être déjà vu les grues ou la grue arriver. Pour vous dire que sur le port nord, forcément les travaux vont provoquer des troubles et une utilisation du port un peu plus contrainte, et notamment à partir du 3 juin. On va commencer à draguer la base, enlever la base sur les 10 premiers pontons après numérotés, les 10 premiers pontons numérotés, pour déconstruire ensuite ces 10 premiers pontons et dans un temps caché construire les pontons qui vont remplacer les pontons qui auront été déconstruits. Pendant cette construction des pontons qui seront faits évidemment dans les ateliers des pros qui s'en occupent, on va battre les pieux pour recevoir les tabliers et on aura le temps jusqu'au 17 juillet, on aura le temps simplement de rebattre que pour 5 pontons. Là on veut en faire 10. Sinon si on continuait, on empêcherait carrément l'utilisation du port pendant le mois de juillet, ce qui n'est pas envisageable. Par contre, pendant cette période, il sera très difficile, hors les week-ends, de passer avec une voiture, ça sera même impossible de passer une voiture pour aller jusqu'à son bateau, dans le port nord. Ce qui fait que pour tous ceux qui auront besoin de faire le plein, il faudra envisager de le faire le week-end. Il est impossible le plein d'essence, il ne sera pas possible de le faire autrement que les week-ends. Il y aura un passage qui sera préservé, un passage piéton, plutôt du côté des candélabres, sur le petit monticule de terre. Vous pourrez passer de façon piétonne à ce niveau-là, mais même à vélo, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que le recul de la grue qui est là, forcément, mange toute l'épaisseur de la rue, de la route. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, toujours, et c'est là où les choses se compliquent, c'est que quand on fait ces travaux-là, on pourrait penser, bah, c'est pas très grave, on va prendre sur la période notre bateau, on va aller le mettre au ponton flottant, et puis on embarquera les gens qui ont besoin d'être embarqués, pour qui c'est un peu plus difficile de descendre sur l'échelle du ponton, ou pour faire le plein, on ira sur les pontons flottants. Or, au même moment, on fera le ponton flottant nouveau, qui sera fini aux alentours du 17 juillet aussi, un petit peu avant, les pontons flottants. Donc le ponton flottant, le grand quai, hein, celui qui sera à la fois devant le quai et l'autre qui sera là où est celui actuel, hein, donc on aura une continuité de ponton flottant beaucoup plus importante, mais on pousse les travaux de telle façon à ce que le ponton qui sera dans la cale, lui, soit fait aussi sur le côté, quand on regarde la cale, sur le côté gauche de la cale, et donc on aura le ponton flottant qui, lui, vraisemblablement, sera terminé plus tôt, et qui permettra aux gens du Nord de prendre, aux gens qui vont de leur bateau du nord du port, de pouvoir, comme dans la chanson, de pouvoir apponter sur le ponton flottant qui est. Voilà. Sachant que aussi dans le même temps sera fait la voie et toute la voirie qui permettra de passer du plateau, enfin du port capitainerie vers le port à sec. Donc le passage en arrondi qui redescend derrière le practice du golfe et qui arrivera et qui amènera au port à sec derrière sera aussi construit dans cette période. Enfin, on a envisagé très vite les clôtures de ce port à sec pour éviter toute voiture qui pourrait se dire tiens on va redescendre par là puis on file derrière avec sa voiture, on va voir ce qui se passe, pour pas que les gens arrivent sur le golfe, ce qui sera embêtant. Et donc il y aura une clôture à ce niveau-là et une autre clôture du côté de la rue des Voiliers, de telle façon à ce qu'on ferme la partie de la rue des Voiliers qui est juste avant, enfin cette fermeture sera juste avant, il y a un portail, juste avant le séparateur
qui est au sol. De telle façon à ce que la fermeture soit à ce niveau-là et pas au fond devant le port à sec, ce qui évite que les voitures qui n'ont rien à faire là-bas passent devant et l'idée de rentrer dans le port à sec pour rien en regardant les bateaux. Donc on sécurise un peu plus. Voilà, les travaux reprendront après au mois de septembre, mais le fait est que le début des travaux du port va un petit peu contraindre l'utilisation et les utilisateurs du port, notamment dans la partie nord du port. Voilà. Merci pour cette présentation, pour ces précisions. Vous voyez la complexité de la gestion des travaux du port. Il faut tenir compte de la saison portuaire, des saisonniers qui font du nautisme l'été, des professionnels, et notamment on ne peut pas les envaser à n'importe quel moment, et des contraintes de travaux dans l'eau qui ne sont pas simples. Pour donner tout ça et expliquer tout ça, on projette une réunion le 18 mai avec les usagers, l'ensemble des personnes qui ont des pontons, celles et ceux qui veulent s'y associer, naturellement les professionnels, pour bien caler les contraintes. 18 mai, 21. Alors, moi je me trompe de mois. Je vais te dire. À l'instant, je crois qu'il y a un 18 mai qui est un samedi. C'est 18 mai. 18 mai à 10h30 au pavillon des Bulles, si tout le monde peut le noter. Et je demande à Jean-François de faire en sorte que l'ensemble des usagers puissent avoir l'information et ils auront ainsi dans le détail, sur plan, des réponses à leurs questions. Ça nous permettra d'ailleurs d'affiner, parce que ce que Laurent n'a pas dit, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que derrière tout ça, quand il y a 10 pontons qui sont en travaux, il faut reloger des bateaux. C'est un grand mouvement, c'est un jeu un peu compliqué, mais qui se réalisera jusqu'à l'été 2020, puisque normalement le programme de travaux doit être bouclé pour l'été 2020. Merci pour ces précisions. On avait voté, je vous propose maintenant de renouveler une ligne de trésorerie au projet. Retirer la vôtre. C'est retirer la vôtre ou la balancer dans la rivière? Il l'enlève vraiment? Non, on dans la ne l'enlève rivière pas sur des bennes. La question a été abordée, traitée. Le problème de ressuyage, de transport, enfin, de pollution. Donc on enlève moins, on remet en rivière la vase qu'on enlève. Et on en enlève moins, et on le fait dans des conditions acceptées dans le cadre du dossier que nous avons, sur lequel il y a eu l'enquête publique et les autorisations préfectorales. Donc c'est une contrainte. On a même fait étudier le transport de la vase par d'autres moyens que des moyens routiers. Parce que barge ou pompage. Il n'y a plus de fond. Parce qu'il faut savoir que quand on enlève de la vase, il faut, une fois qu'on l'a sortie, il faut la faire essuyer avant d'imaginer de la transporter 2 ou 3 ans après. Donc bon, vous imaginez les contraintes et les coûts surtout entraînés par ces mots. En même temps, je pense que, enfin on le verra dès les premiers pontons, dès le mois de juin, ça sera très intéressant d'examiner. On pourra d'ailleurs faire une réunion de chantier, je pense que c'est instructif, hein, sur la manière dont ils vont travailler et les contraintes de l'aménagement de ce port. J'en étais là. Ça va revenir. Alors, oui, bien sûr. Si tu n'entretiens pas, ça reviendra. Si on n'entretient pas, ça revient. Pardon. Donc ça a posé la question, qui n'a pas été tranchée à l'époque parce qu'on n'était pas mûr, d'un matériel partagé avec les clients. Je le dis parce qu'on a envisagé, il y avait même un matériel qui, à mon avis, faisait plutôt l'affaire. Il y a le sac à baie qui peut faire l'affaire, mais dans des conditions de largeur de pontons qui sont adaptées. Mais c'est évident qu'une fois que le port sera remis à niveau, il faudra des moyens modernes d'entretien pour garder l'usage de ce port. J'en ai terminé sur le port. Tu en as terminé sur le port, oui. Alors, on a voté. J'en étais pas dans la ligne de trésorerie. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais autorisé à renouveler celle du Crédit Agricole si on était dans le même montant. Pour le Crédit Mutuel, nous avons négocié une ligne de crédit d'1 million d'euros, alors que j'étais autorisé à 500 000 euros. Donc c'est pour ça qu'il faut une délibération. Donc je vous propose de m'autoriser à renouveler la ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel et de passer de 500 000 euros à 1 million d'euros.
de négocier les conditions financières. À ce jour, on est à 0,7%. Donc c'est vrai qu'actuellement, il est encore intéressant d'avoir des lignes de trésorerie dans ces conditions. À m'autoriser à signer la convention et à mettre en œuvre avec le receveur municipal cette ligne de trésorerie, cette fois-ci avec le Crédit Mutuel. Pas de questions. Ça fait 2 lignes de trésorerie d'1 million. Ça fait 2 fois 1 million. D'accord, qui sont déjà abondés ou qui Alors, sont, non, je vous avais dit au budget qu'on était à 0, on avait sorti 0. On a levé le million d'euros du crédit agricole. Et pour le moment, on n'a pas ouvert cette Crédit Mutuel. Mais l'objectif, c'est de se mettre en réserve, la possibilité de le faire. C'est pas lorsqu'on a une demande de versement qu'il faut se poser des questions. On l'a du coup anticipé. Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté, on accueille Béa, qui a galéré sur la route, et tout le monde vient à la faute, Béa, c'est pour ça. Mais je te lis ça, ça peut. Il y a du monde aussi là-bas. Alors, les rapports suivants ont trait à la gestion du personnel de notre commune. On a 2 fonctionnaires territoriaux qui après non, même la ligne non, on a 0, pardon, René. Je pensais qu'on avait ouvert la ligne d'1 million. Pour le moment, on n'a levé aucune ligne de trésorerie. Donc, on a 2 millions de possibilités, mais on n'a aucune. Merci, Jean-François. Oui, deux agents, et on les félicitera. On les félicitera le moment venu, qui ont, après les CAP, les commissions administratives paritaires, de la maison des communes, donc de notre centre de gestion, un agent administratif de première classe qui a un avis favorable pour passer au grade supérieur, donc de rédacteur, et un agent d'adjoint technique principal qui lui peut passer sur la catégorie supérieure. Voilà, donc pour ce faire, conformément au Code général des collectivités locales, il faut qu'on accepte de se mettre à 100% du grade d'avancement, c'est-à-dire que si on ne se met pas à 100%, les agents peuvent ne pas rentrer dans les cases. Donc je vous propose de fixer le taux d'avancement, et dans l'ordre, hein, on commence par fixer le taux d'avancement au grade de rédacteur à 100%, pour après vous verrez créer un poste, et on fixe également un taux d'avancement au grade d'agent de maîtrise, le deuxième agent peut devenir agent de maîtrise, là aussi on l'ouvre à 100%. Une fois qu'on a fait ça, c'est la première délibération que je soumets à votre vote. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire, il est approuvé. Dans un deuxième temps, on crée donc un poste de rédacteur territorial et un poste d'agent de maîtrise pour répondre à cette promotion interne. Alors, le poste de rédacteur pourrait être créé à compter du 1er mai 2019, ainsi que le poste d'agent de maîtrise à la même date. Ces emplois pourront donc être pourvus par des agents relevant soit du grade des adjoints de filière administrative, soit des adjoints techniques dans le cadre de la promotion. Et il convient de prévoir que les crédits nécessaires à la rémunération du changement de grade sont prévus dans le budget au chapitre 12, ce qui est le cas. Deuxième délibération, on va commencer par se mettre à 100%, quand on a créé les postes. Pas de vote contraire, pas d'abstention, c'est d'accord. La troisième, pourquoi faire simple, la troisième, donc on met à jour le tableau des effectifs, puisque vous avez compris, on a créé les postes, mais on a un tableau des effectifs. Donc on va créer un poste de rédacteur sur le tableau des effectifs et on va enlever un poste d'adjoint administratif, puisque un agent va simultanément passer de l'un à l'autre. Donc moins un poste d'agent administratif, plus un poste de rédacteur, moins un poste d'adjoint technique principal, plus un agent de maîtrise dans le tableau des effectifs. Même sujet, pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté. Je vous remercie. Laurent, pour l'avenant numéro 1, marché des travaux sur un parking qu'on appelle Pigeane. On est les seuls où nous à l'appeler Pigeane, parce qu'il ne s'appelle pas Pigeane, il s'appelle Dunkerque, Et d'ailleurs, il n'existe même plus, puisque maintenant, ça redevient le boulevard de la Forêt, avec des parkings, des possibilités de parking de chaque côté. Mais on continue à dire que nous, entre nous, docteur Pigeane, alors si ça vous choque, vous avez le droit de nous insulter, mais voilà. On l'appelle Pigeane. C'est important, au-delà de l'humour,
c'est important quand il y a des boîtes postales De ne pas changer. de ne pas changer, parce que si on change, vous le verrez tout à l'heure, si on change, c'est un peu le bazar. Si on change, il y a des gens qui ne peuvent plus recevoir leurs courriers qui sont là. Donc, Alors si c'est les factures, les gens sont d'accord. alors donc, Je je vous explique ce qui se passe. La commune de La Faute-sur-Mer a donc engagé des travaux d'aménagement sur le parking, le casino et la plage de Beluga. Le aménagement consiste, et vous l'avez vu, à aménager des parkings, une voie routière et des espaces de façon à intégrer le projet de piste cyclable réalisé par la communauté de communes, à aménager la circulation automobile pour diminuer la vitesse et protéger les piétons et les vélos, à mettre en conformité évidemment les trottoirs, ce qui a été fait, à créer des îlots d'espace vert sur les franchissements de la voie routière, donc les espaces verts sont en attente, on arrive, à améliorer la sécurité des piétons en sortie de plage et à améliorer les écoulements d'eau pluviale. La création de la piste cyclable en site propre étant de compétence communautaire, la commune a reçu délégation maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes sud de Vendée Littoral pour la réalisation de cet aménagement. Et par délibération du 14 décembre 2018, le conseil municipal a autorisé aussi monsieur le maire à signer un marché de travaux avec l'entreprise Eiffage pour un montant de 239 849 € et 50 centimes hors taxe. Et puis, lors de la phase chantier, il s'est avéré que des purges ont été nécessaires pour des renforcements de structures de chaussée. Et de plus, les travaux de plantation des végétaux initialement prévus en régie, c'est-à-dire que nous aurions voulu faire en commune, doivent être en fait mis en œuvre par l'entreprise en charge des travaux, car le plan de charge de la collectivité ne permet pas du tout de les assurer dans un calendrier adapté. Et donc pour ces raisons, les prix complémentaires ont été demandés à l'entreprise mandataire du marché, et le coût de ces travaux supplémentaires est de 26 262 € hors taxe, soit 10,95% du marché global, mais ce qui ne remet pas en cause le budget global qui avait été envisagé. Donc on reste dans le budget. Et on vous demande d'approuver l'avenant numéro 1 pour l'entreprise Eiffage Route Ouest pour un montant global de 26 262 € hors taxe, afin d'autoriser M. le maire à signer tous les documents qui sont relatifs à ce marché. Merci Laurent pour ces précisions. Les questions sont arrivées. Pas de questions, pas d'abstention, pas de contraire. On va prendre un arrêté d'interdiction de stationnement des camping-cars. Oui, parce que sur ce parking, bon, même s'il reste des travaux notamment de blocos qui ne sont pas encore installés, il y a eu un accident la semaine dernière et moi j'ai fait la police samedi avec mes petits-enfants en vélo parce qu'un camping-car long avec un long porte-à-faux qui se gare. Il reste 50 cm. Il ne reste plus de place sur la piste cyclable. Tout à l'heure c'était le cas. Donc, alors c'était d'autant plus paradoxal que je faisais la police que j'étais en vélo avec deux petits-enfants et que les camping-caristes avaient eux-mêmes deux vélos qui dépassaient. Donc ils ont vite compris qu'ils étaient quand même dans une situation un peu paradoxale. Mais donc à l'évidence, des grands véhicules posent des contraintes. Et, bon, peut-être qu'on remette un peu de peinture pour montrer qu'on est sur piste cyclable. Ça manque un peu. Les voitures avec un museau long font exactement la même chose. Oui, donc il mais, faudrait. oui, mais quand il y aura des blocs roues, on aura des déjà. blocs roues, mais pour il ira l'instant, moins c'est pas loin. Mais un camping-car avec un porte-à-faux d'1,50 m ou de bloc roue ou pas, il devra partir. Tout à l'heure c'était ça. Bon, oui, tout à fait. Sans bloc roue. Donc, Camping-car. Ouais. d'où l'interdiction, mais pour ça il faut des panneaux, il faut. Et je suggérerais de mettre un deuxième dos-d'homme parce que. Oh, il y en a assez de ça. Ah bah Léon, Alors, s'il n'y a pas eu d'accident. C'est le débat des citoyens, oui, il est d'accord. Il y en a un qui dit non, il y en faut un autre et il y en a deux. Parce que. Mais quand ils arrivent, qu'ils ont passé celui-là, qu'ils arrivent à la hauteur des Beluga, ils sont à fond la caisse. Oh. Hier et ce matin, il a encore fallu avoir un carton. Vous voyez, le débat sur Ou alors le débat est ouvert. déplacer celui-là et le mettre plus près de la sortie de la plage. C'est un peu. Maintenant, il faut mettre partout, il faut mettre tous les 50 mètres et on continue à faire. Non, On verra bien. non, mais je pense. On a vu quelque chose deux fois de suite, on verra bien. Vous voyez qu'on gère les paradoxes. On les gère y compris au sein du conseil municipal. C'est bien. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'évidence, il y a deux situations sur ce parking, sur cette route.
une situation d'hiver, une situation d'été. Moi, j'attends de voir comment va fonctionner la situation d'été, parce que avec les stationnements perpendiculaires, les gens vont tout ça, le stationnement perpendiculaire pour ne pas perdre de place. Je pense qu'il va y avoir un ralentissement indispensable et les gens vont rouler moins vite. Par contre, attention à ne pas trop bloquer la circulation, parce que quand on est en décembre et qu'on se tape 3 Lodan, là on râle. Mais en même temps, il faut limiter les risques. Je vous propose qu'on examine le sujet lorsque on aura passé des moments. Dès cet été, on va voir, hein, dès ce week-end, on va voir. Pendant les vacances, il faudrait réglementer la vitesse. Oui, mais tu sais, réglementer la vitesse, c'est comme réglementer le stationnement. Je ne parlerai pas de voitures garées sur les trottoirs jaunes, devant le parc, mais bon, il y a un problème de discipline élémentaire, voire de civisme élémentaire. Parce que des voitures sur les trottoirs jaunes qui laissent de l'huile, on a des gros trottoirs qui devaient servir à mettre des terrasses et qui sont tachés. Bon, ben, ça, il ne suffit pas de dire qu'il faut réglementer, il faut mettre un gendarme à chaque fois. Les gendarmes couchés coûtent moins cher que les gendarmes de Les gendarmes policiers debout, municipaux. bah oui, ils travaillent ceux qui sont debout. Voilà, j'en ai terminé pour... et on a voté donc cet avenant. Merci Laurent de l'avoir présenté. Je te propose de finir notre attribution de sous-concession de plage, puisque le lot 3 était resté en suspens au dernier conseil. Oui, je ne vais peut-être pas vous lire tous les vues, les autorisations, les délibérations et les considérants, parce qu'on en a pour un petit moment. Je vais aller à l'essentiel. L'idée étant évidemment d'attribuer et autoriser de sous-traiter de concession des plages naturelles, et notamment celle de la Faute-sur-Mer, le lot numéro 3. Dans le cadre de sa délégation de service public, la commune de la Faute-sur-Mer a ouvert à la concurrence 7 lots situés à proximité de la mer sur le domaine public maritime. Et suite à une première consultation, la commission de service public a attribué uniquement les lots 1, 2 et a déclaré infructueux les lots 3 et 7. À l'issue de cette première consultation, une nouvelle consultation au sens de l'article 30.2-2 du Code des marchés publics a été mise en œuvre. Une offre nous est parvenue et la commission de service public s'est réunie le 19 avril pour analyser et attribuer, et notamment sur le lot numéro 3, plage des Belugas, une activité nautique. Oui, c'était aujourd'hui, juste avant, Jean-Pierre était avec nous. Sur le lot numéro 3, plage des Belugas, pour l'activité nautique non motorisée, activité sportive, natation et jeux d'hiver. Pour l'ensemble des emplacements, la commune a fixé la durée de la convention à compter de la date de signature des conventions pour 6 ans, jusqu'au 31 décembre 2024, pour une période d'exploitation de 3 à 5 mois entre le 30 avril et le 30 septembre. Les personnes intéressées devaient déposer un dossier de candidature composé des documents suivants. Ils devaient déposer la déclaration ou les déclarations et attestations permettant de vérifier la situation juridique, sociale et fiscale du demandeur, toutes les pièces permettant d'apprécier les garanties financières et professionnelles du candidat, toutes les pièces permettant d'apprécier aussi l'expérience acquise et les compétences du candidat, et puis un mémoire qui devait préciser les conditions dans lesquelles il entend, dans le détail, mener les activités objets de la sous-concession. La commission de délégation des services publics s'est donc réunie tout à l'heure afin d'étudier cette offre, ou les offres. Et donc pour le lot numéro 3, un candidat a présenté une offre. Et à l'issue de l'analyse du dossier, la proposition de l'association Vogue avec Louise permettant les garanties, pour présenter évidemment les garanties nécessaires à la mise en œuvre d'une activité de loisirs nautiques. De plus, afin d'améliorer l'offre de services aux usagers de la plage, M. le maire propose qu'une charte de bonne conduite soit élaborée et signée avec les exploitants des sous-concessions. Cette charte visera notamment les engagements suivants: l'approvisionnement des produits issus de circuits courts, la recherche de solutions ne produisant pas de déchets couverts non jetables, sacs en papier, emballages recyclables, le tri des déchets, le nettoyage des abords de la concession, l'utilisation des matériaux recyclables dans les aménagements et la limitation des bruits de voisinage de niveau sonore faible. Et donc le conseil municipal a attribué le lot numéro 3 à l'association Vogue avec Louise. 205 boulevard de la Forêt, 85 460 la Faute-sur-Mer. On vous demande de voter pour ou contre ou vous abstenir sur ce sujet. Merci. Donc ça complète
les lots selon les mêmes conditions que ce qu'on a vu au dernier conseil. Pour votre info, on en a parlé tout à l'heure, on avait sur le lot que j'appelle les chardons, il porte un numéro j'imagine, le lot 5, éventuellement une candidature qui n'a pas au bout du compte été déposée, donc nous en resterons donc à 2 restaurants de plage et Vogue avec Louise pour la partie activité. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté, je vous remercie. Merci Laurent. Je vous avais dit au dernier conseil que éventuellement en séance je proposerai une convention de participation pour la fourniture d'électricité et d'eau pour la société publique du Golfe. Jean-François, Oui. On a avancé, donc on peut délibérer aujourd'hui. Il est donc proposé de délibérer. Effectivement, je vous rappelle que la commune a réhabilité une maison chemin des Relais de Mer, au numéro 19, je crois, pour y installer les locaux techniques de la commune et du Golfe. Alors, toutefois, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de séparer les compteurs d'eau et d'électricité de ces bâtiments, de ces 2 fonctions en quelque sorte. Aussi, il est proposé de demander une participation forfaitaire à la société publique locale du Golfe, de la Presqu'île, et une participation adaptée à la surface et à la période d'occupation. Alors, un calcul a été fait et vous est proposé pour que, au titre de l'année 2018, cette participation s'élève à 4 536 € toutes taxes comprises. C'est pourquoi il vous est proposé de délibérer sur cette proposition à hauteur de 4 536 € toutes taxes comprises. 3 780 hors taxes. Je le dis parce que les administrateurs de la SPL verront cette somme inscrite en dépenses à l'exercice dont ils approuveront les comptes en mai, je pense, puisque cette somme a été notée par le commissaire aux comptes dans les dépenses du Golfe. Vous voyez, c'est toujours un peu la difficulté d'ouvrages qui ont été négociés et autorisés par l'État à la commune, sans que la société d'exploitation existe. Et si en plus on se mettait à négocier directement avec l'État des concessions, bon, je pense qu'on n'aurait jamais réussi, donc il vaut mieux passer des conventions de ce type-là. Voilà, donc vous m'autorisez à émettre un type de recette de SPL pour un montant de 3 780 hors taxes, 4 536 TTC, et d'inscrire les budgets correspondant à cette participation. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire. Délibération suivante, je propose que nous instaurions une redevance du domaine public des réseaux d'assainissement. Alors, on pourra peut-être y revenir dans un autre cadre lorsqu'on aura passé un exercice, je pense, de la nouvelle exploitation du CIVOM sur le traité de concession de la station d'épuration. Vous savez qu'on était en fin de cycle et on a repassé une négociation. Et on a cherché, avec les millions, dans le cadre du CIVOM, à optimiser des recettes qui doivent être prises en charge par le budget annexe du CIVOM, budget annexe dédié à l'épuration. Et en fait, dans le cadre de la négociation du nouveau contrat, on a partout fait en sorte que ce qui devait être payé par le budget annexe le soit. Pour ne pas charger le budget principal du CIVOM de charges qui devaient être supportées par ailleurs, parce que je vous rappelle que lorsqu'on charge le budget principal du CIVOM, ce sont les communes qui apportent des contributions, et donc c'est directement les impôts locaux. Et il vaut mieux que sur un usage de ce type-là, ce soit les usagers de l'épuration qui payent plutôt que le contribuable normal. Ça nous a conduit, je le dis parce qu'on fera l'analyse dans le détail, à faire payer à l'exploitation les droits d'usage de la station du sol, et ça nous conduit à vous proposer d'instaurer une redevance d'un montant de 20 € hors taxe par kilomètre, applicable au 1er janvier, et il y a environ 48 km de réseau d'assainissement dans notre commune. Donc on fera payer, ça sera encaissé sur le budget de la commune, on fera payer le budget annexe
d'assainissement du CIVOM, ce droit d'usage, puisque ce droit d'usage, il correspond à la domanialité des réseaux d'assainissement. Alors je vous rassure, ce n'est pas des sommes énormes, c'est 1 000 € en l'occurrence, mais vous le verrez lorsqu'on fera la présentation des travaux du CIVOM, lorsqu'on aura fait le premier exercice, c'est un peu plus important pour ce qui concerne les équilibres budgétaires entre le budget annexe et le budget principal. Dossier qu'on a suivi ensemble, Laurent, dans le détail. Donc je vous propose d'approuver cette mise en place de la redevance d'occupation du domaine pour le réseau d'assainissement, autour de 20 € par kilomètre hors débranchement, et de me donner tout pouvoir pour exécuter cette délibération. Pour votre info, l'Aiguillon-sur-Mer a pris la même délibération le 26 mars dernier, puisque nous faisons conformément à nos accords passés ensemble. Et là aussi avec le souci à chaque fois de faire en sorte, puisque je vous rappelle que les contributions du CIVOM sont 50-50, même si les communes ne pèsent pas en population 55 ans, notamment depuis Xintia, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de déconstruction. Ceci dit, vous le verrez là aussi, on a eu plutôt une bonne nouvelle en dotation de fonctionnement, donc on fera un point budgétaire. Le gouvernement a appliqué un taux de 1,5 pour les résidences secondaires, ce qui n'était pas le cas avant, et nous sommes parmi les communes les plus bénéficiaires de l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Là où je râlais beaucoup depuis 2014, vous ne m'entendrez pas râler au compte administratif 2019, puisqu'on a eu une progression de 17% de la dotation globale de fonctionnement, ce qui est exemplaire par rapport à ce qu'on a connu. Ils ont combien de kilomètres l'Aiguillon? Alors, plus, hein. l'Aiguillon, qu'est-ce qu'ils te disent? Ça doit être pareil, hein, parce que... Non, c'est environ pareil. Hein. C'est pareil. Parce que les recettes sont environ 1 000 € aussi. Pas d'abstention, pas de vote contraire pour ce rapport, et je propose à Laurent de libérer solennellement pour information concernant le CIVOM. Il faut rappeler à titre subsidiaire qu'autrefois la commune de la Fosse payait 53%, la commune de l'Aiguillon 47%. Et lors d'un grand débat qu'on avait eu à la mairie de l'Aiguillon, donc on avait réussi à rétablir cette parité à 50-50 pour les communes, considérant que le nombre de postes de logement était le même, le kilomètre était le même. Donc, et pendant de nombreuses années, la commune de la Fosse souffrait d'une tarification beaucoup plus importante que la commune de l'Aiguillon. Merci pour ces précisions. Mon propos n'était pas, de provocation par rapport à l'Aiguillon. Ah non, mais en 2014, moi j'ai constaté qu'on était toujours à 55 ans, alors que nous avons connu presque 600 maisons déconstruites, ce qui n'était pas le cas de l'Aiguillon, qui a eu certes quelques maisons déconstruites. Et j'ai posé la question du redébat de ce quota 50-50 parce que Xintia avait modifié les règles du jeu. Bon. C'est pour ça que je vous ai reparlé de la DGF derrière, c'est-à-dire l'un dans l'autre, je pense que le rapport à 50-50 reste acceptable. D'autant plus que les réseaux, malheureusement, il y a des constructions, sont des côtés été déplorables par la collectivité. Si ce n'est que le réseau S-Qualité souffre également, le PR par exemple 7, il évacue directement dans le PR du camping. Donc même s'il n'est pas abondé par les maisons déconstruites, il est abondé par les capteurs des amourettes, enfin, etc. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, le square... Oui, là c'est plus... Voilà, l'objet de cette délibération est plus solennel. C'est l'idée de dénommer le square colonel Arnaud Beltrame. On vous rappelle que le jeudi 23 mars 2018, une attaque terroriste à Carcassonne et Thèbes a donné lieu à une prise d'otage dans un supermarché au cours de laquelle le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est volontairement substitué à un otage et a été mortellement blessé par le terroriste. Arnaud Beltrame est mort dans l'accomplissement de sa mission au nom d'un idéal et des valeurs de la République. Monsieur le maire propose donc que la commune de La Faute-sur-Mer honore sa mémoire et lui rende hommage. Et pour ne pas oublier son acte de bravoure et son engagement au service du pays, le square qui accueille le monument aux morts pourrait être ainsi dénommé Square Colonel Arnaud Beltrame. De plus, la rue située entre le rond-point en face du square
et jusqu'à l'entrée du boulevard du Lait se dénomme place du docteur Paco. Cette dénomination n'est pas adaptée à ces trucs qui n'est pas une place. Ainsi, M. le maire propose de dénommer cette voie rue du docteur Paco en remplacement de place du docteur Paco. Donc, chers collègues, on vous demande d'approuver la dénomination du square du monument aux morts comme suit, square Colonel Arnaud Beltrame. Et on vous demande aussi d'approuver la nouvelle dénomination de la rue du docteur Paco en remplacement de la place du docteur Paco. Merci, je crois que cela suppose notre adhésion et notre vote unanime. Si c'est le cas, je n'ai pas d'abstention pour le responsable, je vous en remercie. Nous nous sommes posé la question d'inaugurer, de dénommer officiellement cette place ce soir au 8 mai, aux commémorations du 8 mai, mais nous le ferons plutôt le 11 novembre, parce que entre notre délibération, il y a forcément une information à faire à la famille du colonel. Je vous rappelle que sa mère a écrit un livre poignant récemment, et de la même manière, j'ai souhaité, je m'en suis entretenu avec le préfet, que le sous-préfet ou le colonel directeur de la gendarmerie départementale soit présent. Donc on le ferait plutôt à la fin de la commémoration du 11 novembre prochain. On va dire, quitte même à repousser un peu la commémoration à 11h45 pour le faire de manière un peu solennelle. Et moi, on ne voulait pas le faire comme ça, en décidant maintenant, vous voyez, le 8 mai c'est demain, et il faut donner un peu de temps au temps. Voilà pour cette information. Et avec l'accord de l'Aiguillon. Et avec l'accord de l'Aiguillon qui a accepté que nous passions en deuxième, c'est chacun notre tour. Le 8 mai, on démarre à l'Aiguillon, on finit à la faute, et le 11 novembre, on démarre à l'Aiguillon, on finira à la faute également. C'était le dernier rapport solennel. Je remercie Laurent. C'est toi, Laurent, qui a eu l'idée en plus, donc je te renvoie à la préférabilité de cette dénomination qui marque dignement la mémoire d'un homme exceptionnel. J'en ai terminé pour le Conseil. Je vous propose de lever la séance et naturellement de répondre aux questions. S'il y a des questions, d'abord peut-être au sein du Conseil. Oui, Jean-Pierre. Comme il a été fait pour différentes choses, j'ai eu des gens qui m'ont demandé si on ferait un don pour notre chère Notre-Dame. Écoutez, moi, à ce Et stade... comme vous faites, donc... À ce stade, on en a parlé tout à l'heure en bureau. Il y a un moment, si vous voulez, je pense qu'on a tous été bouleversés par l'image de cette cathédrale en flammes. Certains ont même vu physiquement. Nous sommes, je crois, à plus d'1 milliard d'euros de collectés. Moi, je n'ai pas pensé utile de vous proposer une délibération, parce qu'il y a un moment, dans une commune comme la nôtre, qui a déjà beaucoup souffert, je trouve que ça n'apporte rien, ça n'enlève rien au soutien et à la difficulté de ce que vit Paris et la communauté à la fois chrétienne, mais également patrimoniale, parce que ce n'est pas qu'un monument de la chrétienté française, c'est aussi un monument du patrimoine français et de son histoire. Mais si vous voulez, moi, on a pensé qu'il n'était pas utile d'apporter une contribution financière. Jean-François. Juste un mot supplémentaire. On voit bien que les polémiques inévitables dans ces situations aussi douloureuses surgissent sur qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va le faire en 5 ans, et qu'au total, je trouve que ça dévalorise un tout petit peu, c'est peut-être un peu entier de dire cela, parce que surtout quand il semble qu'il soit ramassé déjà 1,2 milliard. Mais voilà, je trouve que la solidarité qui s'exprime à cette occasion pourra aussi s'exprimer plus tard si c'est nécessaire, dans des modalités plus sereines, alors que là on a affaire à des polémiques qui, effectivement, entre les milieux architecturaux, les conservateurs du patrimoine, dépassent un peu notre sensibilité qu'on ait vue à la télévision ou en réel, qui s'est passé lundi soir. En même temps, quelqu'un d'entre nous, pendant la réunion de bureau cet après-midi, relatait, je crois, un
reportage de France Inter ce matin qui faisait parler le responsable ecclésiastique de Saint-Louis à La Roche-sur-Yon, qui ont lancé une souscription depuis longtemps, qui de mémoire ont eu quelques milliers d'euros, 1000 euros pour rénover une toiture qui reste un élément de patrimoine lyonnais, y compris avec son architecture. Et donc il y a un moment, il faut aussi se méfier de trop donner, de se donner bonne conscience. Il y a peut-être d'autres endroits qui méritent notre attention. Nous-mêmes, commune qui a été, vous le savez, particulièrement frappée et marquée. Voilà, c'est ce qui nous a conduit à ne pas faire la proposition. Mais tu poses bien la question parce que dans mon dossier, et j'avais demandé à ce qu'on me le mette, j'ai la lettre de l'AMF, l'Association des maires de France, qui indique que celles et ceux qui le peuvent, vous êtes appelés à soutenir la reconstruction de notre Paris. Je l'avais bien compris, on l'a traité, mais on ne l'a pas validé. D'autres questions? Oui. Oui. Moi, je voulais parler du parc. Oui. Moi, je me suis promené avec mes petits-enfants aussi. Donc, j'ai vu deux petites choses. Que deux? Oh, mais j'en ai trois. Bon, il manque de bancs. Oui. C'est des papis, des mamies qui viennent. Oui. Il faut qu'ils s'assoient. Parce qu'en plus, ils s'assoient sur les manèges. Ceux qui sont fatigués s'assoient. Et surtout des portes vélos, parce que les gens mettent des vélos le long des barrières. Alors, ça, les barrières vont pas tenir longtemps. Tu avais d'autres observations sur le parc? Et après, on m'a dit, ça c'est les boules. Oui. Monsieur des boules, ils ont été joués hier soir. Oui. Et les ampoules manquent de puissance. Bon. C'est Très bien. autrement, c'est parfait. Mais voilà. Alors moi j'aurais commencé par ça, Pierre, en disant c'est un succès Non, populaire. Ah oui, non. Mais Pierre m'en avait parlé. Non, j'en ai parlé dimanche. Qui même, j'allais presque dire, nous déborde. Moi j'y étais à 3 reprises avec mes petits-enfants aussi. Et quand les enfants jouent, pendant ce temps, vous allez interviewer les gens, demandez-leur d'où ils viennent. C'est très intéressant. On a des gens d'ici, bien sûr, mais des gens qui viennent de loin parce qu'ils ont entendu parler de ce parc. Et je pense que ça contribue à l'attractivité de notre commune. Et ça fait venir des populations qui se disent, bah, avant on allait dans tel endroit, maintenant on vient là. Et ça c'est plutôt bon parce que c'est une reprise d'habitude. Alors pour le reste, le parc il n'est pas fini. C'est un peu, je veux dire, on est un peu victime de notre succès. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire en sorte que la totalité des jeux d'enfants soient ouverts aux vacances de Pâques. Mais on savait très bien que tout ne serait pas réalisé. Et il manque des bancs, il manque des tables de pique-nique. Oui. Il manquait même des poubelles. Oui, des poubelles aussi. Les toilettes, on a signé le bon de commande parce que je vais quand même revenir sur un, Ah oui, c'est ce que je vais dire. je reviens sur un élément. Le verdissement au sol, il n'est pas fait. Alors, je donne quelques explications sur tout ça. Vous pouvez noter l'inauguration, entre guillemets. Bruno Retailleau et le préfet m'ont donné leur accord, le président du département également, la présidente de région, pour le 26 octobre. 26 octobre. Alors pourquoi 26 octobre? Parce que on voulait qu'une grande partie du skatepark soit réalisée. Le skatepark, il n'est pas... Normalement, le ball, il est fait en juillet. Avant le 14 juillet. Le verdissement, on a un semis de travaux. Donc le semis de travaux, il va pousser s'il pleut un peu, mais toutes les reprises de végétaux seront faites à l'automne. Et on a même un sujet pour les végétaux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'il va falloir protéger, qu'il n'y ait pas de piétinement, parce que sinon on n'aura jamais du gazon. Enfin, il y a une telle fréquentation actuellement. Le deuxième sujet, c'était les sanitaires. Là, on avait un sujet bien plus embêtant dont on vous a parlé. J'ai répondu une fois à M. Renou. Ça me fait penser aux gens de la pétanque. C'est parce qu'ils attendent des locaux techniques pour jouer. On a, lors d'un rendez-vous chez le préfet en mars, trouvé des points d'accord. La déconstruction de certains bâtiments entraînera la possibilité de reconstruire. C'est assez exceptionnel, mais dans des conditions où on ne va pas construire des locaux lieux de sommeil, on va reconstruire des lieux de stockage, garage, des volumes dans lesquels on pourra installer des sanitaires. Donc ça, c'est une négociation mars. Pour autant, le maître d'œuvre qui a été choisi n'était pas très nerveux, donc on lui a secoué les branches il n'y a pas très longtemps, il a été convoqué ici.
Et je pense qu'on aura un marché de déconstruction, parce qu'il y a des bâtiments qu'il faut déconstruire. Et je ne voulais pas lancer la déconstruction tant que je n'avais pas la certitude que derrière on puisse s'en sortir positivement. De la même manière, l'ancien accueil logement du camping, il y a une partie qui ne présente pas d'intérêt, qui est d'ailleurs en très très mauvais état, une autre partie qu'on gardera, là encore pour des vocations de stockage. Pour ce qui concerne les sanitaires, on a fait le choix mardi d'un sanitaire autonome, complètement autonome, qui sera, j'ai signé le bon commun mercredi, qui arrive mardi prochain. Donc on est au moins un sanitaire provisoire. Je pense que pour le 26 octobre, on aura le sanitaire reconstruit au droit du bâtiment où il y avait déjà des sanitaires, et également le bâtiment simplifié qui était le sanitaire du et le street park. Le street park, malheureusement, mais on n'avait pas inauguré en décembre, je pense que le street park ne sera pas réalisé pour le 26 octobre. C'est-à-dire qu'il restera encore des travaux, mais bon, l'objectif c'était de faire une opération d'inauguration entre guillemets, parce que, et je le dis un peu solennellement, parce qu'on a eu un grand coup de main du préfet sur la digue des vieilles maisons. La digue des vieilles maisons est terminée. Pas dire que les choses sont simples. Hein. Donc moi je voulais que ce soit inauguré. Donc on ferait une inauguration des digues, des pistes cyclables, compétences communautaires, du parc, des portes, on irait voir les travaux du port, parce qu'on sera. Bon, et j'oublie pas qu'il y a quand même une grosse mobilisation en 2014. Jacques Oxiette était président de région à l'époque. Bruno Retailleau était président du département. L'État, le dossier était soutenu par le Premier ministre. Donc moi, je voulais quand même des gens qui s'étaient engagés. On voit une traduction, parce qu'il y a aujourd'hui une traduction qui prend forme. Mais tu as raison de dire qu'on travaille un peu petitement, y compris en étant un peu débordé par le succès. Parce que je suis même pas inquiet, mais le parc, c'est quand même étonnant de voir le nombre de familles qui viennent en profiter. C'est très bien, oui. Par contre, c'est pareil, il y a tout un tas de vieux morceaux d'arbres. Des arbres, C'est dangereux aussi hein, pour les gamins. Oui. Alors, vous avez vu quand même que dans le fléchage, il y a des endroits qui sont autorisés, d'autres pas. Mais vous savez, la pire des difficultés qu'on a eues, c'est avant Pâques, c'est que tout était fermé, avec des barrières. Ah, mais les gens rentraient quand même. Et les gens rentraient quand même. Chez les barrières. Bon, c'est l'intérêt. Alors, il faudrait se mettre à cacher maintenant les jeux pour enfants pour qu'il n'y ait pas. On n'en est pas là. Et il y aura des caméras, quoi, là-dessus, non? On va dire, comme il y a une caméra, on va dire que bien évidemment tout sera sécurisé. Bien sûr. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que la question de quelques débordements, il y en a eu un samedi. Bon, mais la jeunesse a le droit de s'exprimer. Mais bon, il faut que les choses soient contrôlées. Vos jeunesses se passent, oui. Bah, on a tous fait des bêtises. Oui, chez les autres, c'est mieux. Chez les autres, c'est mieux. On avait terminé pour les questions, alors on prend d'autres questions maintenant, oui. Non. J'en avais une dernière. Il y a le passage derrière chez Françoise, là, du casino au petit escalier, là. Tu vois on ne pourrait pas emblayer ce bout, il y a 30 mètres, là. Alors, tu es dans la dune? Non, le petit passage, la salle du casino. Oui, quand tu vas vas à gauche. Et quand tu vas, tu prends l'escalier après, tu arrives sur la... Et là, c'est tout... Alors, on n'est pas sur notre compétence. On est chez l'ONF. Alors, ça fait partie, et je vous dis... oui, devant les tables d'orientation. Oui, ça fait partie de la discussion tout à fait cordiale que j'ai avec la directrice régionale de l'ONF. Non, mais j'ai une conversation tout à fait cordiale. Vous avez remarqué que la coupe en forêt a été respectueuse de ce qu'on avait demandé. Non, mais ce n'était pas le cas au début, je le dis. Hein, il n'y a pas eu massacre à la tronçonneuse. J'ai eu le sous-préfet qui m'a dit je convoque la directrice régionale et j'organise une réunion sur le problème du plaquage. Parce que j'oublie pas que c'est un autre sujet, c'est que l'ONF ne veut pas de plaquage comme on l'a fait pour la traversée de la réserve de Vénoriès. J'ai ce sujet-là, et j'ai également, mais je pense que je n'aboutirai pas, je préfère le dire, sur une remontée de la piste cyclable sur le point d'observation, et du coup une remise à niveau d'un point qui le mérite.
Ah oui, Parce qu'on est à la fois sur c'est le mignon, numérique et parce que j'ai l'opposition de l'autre. c'est sympa. Là. Bah oui, mais Toutes les gammes nouvelles sont bien jouées. Enfin, C'est bon? voilà, oui. Merci. Début décembre, je suis venu à la mairie faire une réclamation sur le cahier en mentionnant que rue des Palisseaux, en face chez moi, avec la maison d'à côté, qu'il y avait la formation de plusieurs trous. Alors je demandais s'il pouvait être fait quelque chose. D'accord. Et j'ai pas de nouvelles depuis début décembre. Et à chaque fois qu'il pleut, on a D'accord. 5-6 grosses plaques. Très bien. Donc voilà, je voulais savoir. J'avais une autre question. Mais ça, c'est pas une question, c'est une observation qu'on Une fait dans un observation. registre. Ah oui. Vous savez, des observations faites dans les registres ou faites en direct, il y en a, c'est normal. Moi, j'ai pas les moyens d'y répondre en claquant dans les doigts. Parfois, c'est refaire une route. Je vous parle du boulevard de la Forêt, et je vous dis, il ne sera pas refait. Le boulevard de la Forêt il est dans un mauvais état. Il y a des problèmes de voirie qui méritent notre attention. Mais j'entends, hein. Non, mais qu'ils ne soient Si pas on peut- refaits, moi, oui, mais qu'on on va le qu'on renoter. soit nous au courant en disant vous Si on gardez peut vos faire coups. du bouche-trou, comment tu appelles ça? Du pointe-à-temps? Peut-être qu'un passage de pointe-à-temps suffirait. On le note pour qu'un passage de pointe-à-temps soit possible. C'est idem avec le coin de la République, là, parce que le pain, il est encore, c'est pire. Là. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Oui, mais oui, bien sûr, on est sûr. on va le faire scalper, mais chaque fois c'est un peu compliqué. Pardon. J'avais une petite question, là, M. Girard tout à l'heure a parlé de subvention à la société de chasse. Il s'agit de la société de chasse de l'Aiguillon-la-Faux, Non, pas du tout, de La Roche-sur-Yon. non, pas du tout. Il s'agit de l'opérateur gestionnaire de la réserve d'Aven-Henriette, c'est la EPO et la Fédération des chasseurs. Ils sont, pour le compte de l'État, gestionnaires pour le compte de l'État, puisqu'on est dans une réserve nationale. Ils mènent des actions de vulgarisation, d'animation, d'information, dans le cadre de programmes d'animation qu'on mène avec eux. C'est à ce titre qu'on apporte des contributions. C'est un des deux co-gestionnaires de la délégation. Je pense qu'on a la même chose, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, on doit avoir la même chose avec le conservatoire du littoral sur la rade d'amour, par exemple. Lorsque des services de l'État, puisque là, du coup on négocie avec l'État, mettent en œuvre des actions d'animation qu'on demande, on en paye une partie. De la même manière, pour votre information, nous n'avons pas payé les coupes de l'ONF, mais les coupes d'entretien, parce qu'il y a des tables de pique-nique en dessous, on vient nous voir en disant, ben voilà, on vous propose un programme d'entretien de la forêt, et ça vous coûtera 3 000 €. Parce qu'ils considèrent que le fait de rendre L'usage de rendre un usage public à cette forêt ne relève pas d'une compétence ONF, mais relève d'une compétence d'organisation de la mairie. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Oui, Mais madame. j'en ai trouvé quand même, hein. Je ne devais pas vous en donner, mais voilà, rue commerçante, notre rue commerçante là. Voilà, des commerçants demandent à ce qu'il y ait des cendriers déposés de temps en temps parce qu'ils se plaignent. Ils m'ont fait la demande ce matin, donc je vous Vous répète avez arrêté de ça. fumer, madame? Moi j'ai jamais fumé, alors comme ça, c'est bien mieux. Je vous félicite. Voilà. Et puis, Non, alors je réponds juste sur ce point. Pour répondre un peu plus largement que la seule question des cendriers. Sur les cendriers, quand même, objectivement, un bistrot, un restaurateur, ils doivent avoir un cendrier extérieur. alors c'est pas un restaurateur hein, qui Bon, me l'a voilà. demandé. Ouais, C'est enfin, une commerçante autrement. Très bien. j'étais avec toi. Voilà. Et Pardon, puis- non, je finis juste. Pardon. Il y a un problème d'entretien de la rue qui est lié aussi à son état. Je ne reviens pas sur le fait qu'on n'ait pas accepté les travaux. C'est un autre sujet. Par contre, je donne l'info parce que j'en avais parlé au conseil municipal et je vous donne l'info. Le conseil communautaire a validé ma demande de transfert de la balayeuse. Donc nous avons maintenant, nous avons retrouvé une balayeuse et les services ont fait une proposition cet été de passer régulièrement dans l'avenue de la Plage. Et je le redis parce que c'est important. Naturellement, ils ne vont pas aller sur les trottoirs avec la balayeuse, c'est important. Mais l'objectif, c'est de faire passer 2 agents qui rabattent et de passer la balayeuse.
pour faire en sorte que l'avenue de la plage soit un peu plus propre que les années passées. C'est une très bonne chose. De plus, qu'est-ce que vous pensez faire pour cette rue il va y avoir un monde incroyable, il va y avoir des trottinettes, il va y avoir de tout. Honnêtement, c'est très, très, très dangereux. Tout le monde a peur dans cette rue. L'avenue de la plage. Oui, l'avenue de la plage. Enfin, moi, j'appelle ça la rue commerçante parce qu'on a tous nos commerces ici. Mais voilà. Parce que franchement, Alors, c'est vraiment dangereux. Pourquoi ne pas arrêter la circulation? Ça existe ailleurs, hein, donc pourquoi pas. alors, si vous voulez, je vous propose de ne pas traiter cette question ce soir. Je suis d'accord. Grande Non, mais question diverse. on y a passé beaucoup de temps. Le Conseil des sages, Jean-François y a passé, il a apporté des contributions beaucoup de temps. Mais en même temps, vous voyez, c'est un peu comme Jean-Pierre et René tout à l'heure. On doit gérer les paradoxes, c'est-à-dire qu'on a en même temps des besoins de flux automobiles, parce que cette rue, elle a la particularité de desservir beaucoup plus de maisons que vous l'imaginez. Non, mais Il y a des maisons à l'intérieur, donc celui qui imagine de la fermer à la circulation, c'est pas crédible. Et en même temps, on est sur des usages partagés, vous le savez, qui nécessitent une forme de nouvelle culture de la rue. Par contre, ce en quoi vous avez raison, parce qu'on a eu, moi j'ai eu y compris, des demandes d'interdiction de vélo à contre-courant. Bon, par contre, la particularité nouvelle, ça on ne l'a pas encore intégré, et cet été ça risque d'être un souci, il suffit d'aller à Paris en ce moment pour s'en rendre compte, j'ai même essayé moi, c'est les trottinettes. voilà. Et les trottinettes électriques, parce qu'une trottinette Qui vont très normale, vite, en fait. ça va, une trottinette électrique à 25 km/h, c'est un souci. Donc c'est vrai, cette question elle est nouvelle. Pour autant, il faut que tout le monde accepte que cette rue, parce qu'elle est commerçante, parce qu'elle est passagère, elle vit. Donc moi, je fais d'abord la lutte pour qu'il n'y ait pas trop de bagnoles, lorsqu'il y a beaucoup de publics piétons et cyclistes. Il y aura sans doute à régler la question des patinettes, mais la question des trottinettes électriques, elle est internationale. C'est bien pour ça que je la pose tout de suite, Oui, mais- pour que vous puissiez prendre des mesures Oui, mais avant. je peux vous dire, comme la question des trottinettes, principalement, elle est nationale ou internationale. Aujourd'hui, il faut d'abord une réglementation sur la trottinette. Il faut d'abord une réglementation. Le maire que je ne peux pas prendre un arrêté interdisant les trottinettes. C'est ça, la réglementation. Je me ferai attaquer juridiquement parce que je n'en ai pas le droit. C'est comme, je le dis autrement, c'est comme les interdictions de camping-car sont très contraintes juridiquement. Parce qu'un camping-car, c'est une voiture avec un lit et un moteur. Mais c'est une voiture, c'est le code de la route qui réglemente le droit d'usage des camping-cars. Donc vous voyez, tant qu'on n'a pas des règles nationales, et Dieu sait si en France on sait ancrer, ben là sur les trottinettes, il y a un creux, un trou juridique qui pose des questions. Je pense qu'il va y avoir des accidents. Mais il y en a eu, On a madame. déjà eu. Oui, mais non, mais justement, Le sujet est parisien. je dis que dans le essentiellement. futur. Il y a eu des morts par Non, non. trottinette. Il y a- Alors, est-ce qu'il faut attendre les morts avant Non, d'avoir non, quelque chose? Mais il faut pouvoir agir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire C'est le civisme. je vais faire, il faut qu'on puisse juridiquement le faire. Non, mais j'en suis bien consciente, mais je voulais quand même Vous avez bien fait. appuyer dessus. Je vous en remercie. Le gros problème, J'ai remarqué quand même que dans la rue de la plage, pour la prendre de temps en temps, même avec une sorte de population à l'intérieur, qu'il y a quand même une sagesse du conducteur, et force de constater comme du village est petit, donc elle dessert beaucoup de propriétés, d'autant plus quand il y a un marché, donc tu es obligé de la pomper pour aller dans certaines rues mais les gens sont relativement sérieux, je pense, sérieux. Hein. Mais ce week-end, par exemple, avec la météo qui se présente, la rue sera fermée. Parce qu'il y a des dangers. Alors, en même temps, c'est vrai que les automobilistes sont à peu près sages. Je suis plus inquiet sur les deux roues motorisées. Oui, et sur les trucs Et j'en ai une, et c'est pas un Solex. Donc, on le voit quand on est en terrasse, hein, il y a parfois des deux roues. il y a une bande de barjots. Ça passe. Et pas forcément des grosses motos, hein, mais bon, là encore, Il y en a toujours eu. oui, il y en a toujours eu. Il
il y Mais- en aura Ah, il y en aura tout le temps. Ce qu'il faut entendre dans la déclaration de madame, et elle a raison, c'est que la rue rencontre un vrai succès. Notre commune rencontre un vrai succès. Tant mieux, ça, on est là pour ça. Mais il faut, on va pas faire ça. Mais il faut effectivement veiller à la Le sécurité. problème des patinettes, il faut bien que les gens se mettent dans la tête que c'est le conducteur de la voiture qui est responsable d'une façon ou d'une autre. Ouais, enfin, Ah oui, mais bon, avec la loi Badinter, c'est le propriétaire de la voiture qui l'a dans le baba en parlant poliment. Ah ouais, c'est français. ça. Eh ouais. allez, y a-t-il une dernière question? S'il n'y en a pas, Si oui, oui. c'est pour notre passage pour aller à la plage, justement, là, derrière chez Christophe. Le nôtre, tu dis le tien. Non, le nôtre. Non mais il y a des passages, il y en a partout. Alors, Non, non, mais derrière chez Christophe. derrière, celui le 4. Que vous avez fait super beau. Justement, il faudra enlever des pales planches, là, parce qu'elles sont dans le vide, là. Et avec un week-end communal, et les gens vont... Il y en a, il faudra enlever au moins 3 morceaux. En arrivant sur la plage. En arrivant sur la plage. Pardon, oui. Ça fait La deux fois. dune, ça a creusé sous la dune, et c'est dans le vide. Les pales planches sont dans le vide. On enlève encore une. Ah oui, il faudra en enlever 2. Mais Ça, on va être un petit peu en intéressant. tout ça n'est pas terminé. Hein. Non, non, mais... Oui. Ah ben non, parce qu'avec... Non, mais au moins, pour le Ouais, faire. mais Eric, il passe régulièrement, il en a déjà enlevé 3. Ah ben là, je suis passé ce matin, hein, j'ai été courir. La dune a beaucoup. Oh, bon, on n'a plus de plage, nous. C'est régulier. On a plus de plage. Alors, François Dimanche note également le sentier pédestre et cyclable Les chars à boîte. dans la forêt domaniale à partir Qu'est-ce qu'ils font, les de chars à à Béarn. Tu prends un groupe, toi tu montes, tu prends un groupe, 100 mètres plus loin. Devant chez moi, il y a un tas de sable. Le tas de sable. Faut le réparer avec... Où des gens avaient fait un feu et puis on Oui, s'est ils ont servi à éteindre un feu. Ils ont dû l'éteindre avec du sable. Ça, faut le faire. On a bien retrouvé des bouts de planches brûlées derrière notre local. Ouais. Ah, mais faut Au que je char à fasse bois. ça aussi. Aux amourettes, pareil. Oui, ben aux amourettes, dimanche Amourettes, matin, ouais. Ah oui. j'ai ramassé Les amourettes, c'était pour Asie. une trentaine de canettes de bière qui étaient par terre. Allez, ne désespérons pas de la jeunesse. Non. Non, on a fait pareil. Elle s'exprime. Les 45 ans quand on était à la Palo, c'était pareil. Est-ce que l'ONF a l'intention de broyer les restes de coupe C'est Alors, alors, non, ça dépend desquels. c'est un des sujets. C'est-à-dire que on avait assuré le nettoyage des travaux après forêt, du sous-bois. Je ne sais pas si c'est parce que c'est devant chez moi, c'est à peu près bien fait devant chez moi. Oh bah oui, Mais Bah, c'est normal. non, parce que oui, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, j'ai surveillé la coupe, parce que vous assurez que Il pourrait continuer. mais il y a des endroits, ce n'est pas acceptable. Il y a encore des branches comme ça. Là, c'est pas du nettoyage de sous-bois. Il y a des objets qui doivent être, des objets, vous parlez de bois, qui doivent être enlevés. Et ça fait partie, je l'ai demandé à Jean-François, et il faut que tu demandes ça, Paul Charles. Monsieur Pédéchard. Même des végétaux. Non, mais il y a des morceaux de tronc. Après, je suis... Parce que je connais leur réponse, mais monsieur le maire, il faut que la biotope. La biodiversité. C'est vrai pour une partie, mais pour le reste, c'est dangereux. Si vous ça va dites sécher, que ça la prochaine peut prendre catastrophe, ça sera le feu, il y a peut-être des arguments quand même. On sera tranquille de la forêt s'il y a le feu. Très bien. Le paillage qu'ils font comme ils ont fait dans ce tour est magnifique, là, hein, ils peuvent très bien le continuer d'une part, et d'autre part, ça, la végétation partira pareil. Hein. Le paillage, il en fait des engins. Hein. Ah bah ouais, il faut du matériel. D'ailleurs, j'ai pris des photos, parce qu'on a eu un moment une crise sur quelle a été la petite fleur. L'orchidée sauvage. Il y a un moment, ils ont fait un relevé d'orchidée sauvage, devant chez nous là-bas. Hein. Quand j'ai vu passer les engins de broyage de l'ONF, dessus, oui. je me suis rappelé des orchidées sauvages. Eux, ils ont... Comme Le quoi, paillage va les remettre en action. comme quoi. Oui, ça va être sûr. Mais c'est vrai. Allez, on en a terminé pour ce soir. Tout pousse dans le fumier. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end Pascal. C'était comme dans le- Ensoleillé.